Bonsoir à tous, ou plutôt Nagadef. Nagadef, car aujourd'hui nous parlons du Sénégal où les élections législatives, la campagne des élections législatives est officiellement lancée. Quelle coalition sortira vainqueur du scrutin du 17 novembre prochain? Faut-il s'attendre à un raz-de-marée de la part du PASTEF d'Ousmane Sonko? Et pour en parler, j'ai les meilleurs sur le plateau. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Kara Soli, journaliste, éditorialiste chez Global Africa Télé Sud. Bonsoir Nagadef. Bonsoir Khalid. Magnifique. Magnifique. Et Abdou Fleur, analyste politique, président des Cap Éloquence, Nagadef. Magnifique Khalid, merci pour l'invitation. Et je souhaite la bienvenue à Noémie, notre nouvelle chroniqueuse. Bonsoir Noémie. Je ne dirais pas Nagadef, ou Nagadef aussi. Non, c'était un plaisir d'être là en tout cas, merci. Très bien, et puis celui qui n'est plus à présenter, Alexandre, bonsoir. Nagadef, Niofar. C'est bon, c'est bon. On continue à poser. Alors Alexandre, c'est quoi votre chiffre du jour? Eh bien, 46% des sièges de l'Assemblée sénégalaise sont occupés par des femmes. Un chiffre impressionnant qui dépasse largement la moyenne mondiale d'environ 27% d'après l'Union interparlementaire. Donc l'Afrique subsaharienne a enregistré la plus forte progression de toutes les régions avec une augmentation de 0,8 points de pourcentage par rapport à 12 mois auparavant et la troisième plus élevée parmi toutes les régions du monde. Donc quelle est la place du Sénégal? Le Sénégal se positionne comme un modèle sur le continent africain, occupant la 12e place mondiale et la 3e en Afrique pour la représentativité féminine, juste derrière l'Afrique du Sud. Donc cette région, elle a connu des progrès grâce à des lois ou des quotas dans des pays comme le Bénin, l'Eswatini, la Sierra Leone, qui a imposé récemment une loi imposant un minimum de 30% de femmes candidates. On peut penser aussi à la nomination de Manuel Roque-Boté en tant que première femme Premier ministre en Guinée équatoriale. C'est un fait assez marquant. Mais quel pays a la palme d'or? Eh bien, c'est un pays africain, c'est le Rwanda qui mène la course avec 61,3% de femmes à la Chambre des députés, suivi de Cuba et du Nicaragua. Donc la diversité et la représentativité des femmes parlementaires n'ont jamais été aussi grandes qu'aujourd'hui dans un bon nombre de pays. Et pour la première fois, il n'existe pas un seul parlement dans le monde qui ne compte aucune femme parlementaire. Mais c'est aussi, cette élection, c'est aussi l'occasion d'un renouvellement générationnel au Sénégal. Exactement. Je pense notamment à une figure comme Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, qui a 98 ans, qui demeure une figure quand même assez marquante et influente. Donc il pourrait peut-être avoir un nouveau visage dans ce Parlement, peut-être plus jeune. Il faut qu'on remarque qu'il y a une moyenne quand même qui avoisine les 50 ans. Donc c'est quand même assez jeune. Néanmoins, il y a un certain... le perchoir, c'est un bastion qui reste quand même masculin. Malgré un modèle de démocratie avancé, le Sénégal n'a jamais vu de femme présider son Assemblée nationale. Donc cette avancée, elle est contrebalancée par une réalité persistante. Cette institution n'a jamais été encore présidée par une femme. Et donc, c'est quoi la question qu'on doit se poser face à tout ça? La question, quand le plafond de verre cédera-t-il enfin? Kara Soli. Oui, alors, donc, très beau tableau, parce que le Sénégal a mis une loi pour la loi de parité, comme en France. Mais c'est que cette loi est plus ou moins respectée par rapport à la France. Et au Sénégal, c'est vrai, il n'est pas étonnant qu'on voit 46% de femmes à l'Assemblée nationale. Parce que sur une liste, obligatoirement, si un homme est tête de liste, il faut qu'il soit suivi par une femme. Mais donc, encore une femme présidente de l'Assemblée nationale, c'est ça le problème? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est cela le plafond, plafond vert. Justement, parce qu'il y avait une dame très connue qui a été même Premier ministre et qui, comme Macky Sall, avait promis de confier l'Assemblée nationale Mimi Touré. Donc, à la fin de la course, donc, elle a été écartée au profit d'un homme. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons de leur divorce avec de Mimi Touré et de Macky Sall. Mimi Touré qui était l'ancienne Premier ministre de Macky Sall. Justement. Absolument. Abdou Fleur. Je crois que c'est une question de temps, mais les femmes ont suffisamment prouvé qu'elles avaient la carrure
qu'elles étaient à la hauteur. Quand on arrive à la station primatoriale, ce n'est pas un souci d'être président d'une Assemblée nationale. Je crois qu'il faut juste faire plus d'efforts. Et aux femmes aussi, je parle des partis politiques. Faire plus d'efforts pour justement, tout simplement, mettre à la tête de liste, à la tête de leur coalition, une femme qui, après, éventuellement, sera la future présidente de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question d'être tête de liste ou pas. Après avoir gagné, tout simplement, les têtes de liste peuvent se retirer, peuvent démissionner, surtout ceux qui ont de grandes responsabilités aujourd'hui, ministérielles en particulier. Donc, c'est aux coalitions de faire un minimum d'efforts. Mais ce n'est pas une question de compétence et je suis convaincu que c'est une question de temps. Ça ne tardera pas à arriver. Merci Alexandre, oui, quelque chose à ajouter. Il faut aussi noter qu'il y a plusieurs femmes influentes dans la politique qui quittent la politique parce qu'elles peuvent être épuisées ou elles peuvent subir des menaces. Ou des pressions. Des pressions, exactement. Noémie, la politique, c'est un monde violent pour les femmes, selon vous? Oui, je pense, parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de stéréotypes, mais malgré tout, je pense que petit à petit, il y a quand même une certaine parité qui se met en place. Et donc, j'espère que ça va se poursuivre et que les femmes vont réussir à s'imposer en politique quand même. Et comme vous? Oui, peut-être un jour, je laisse faire, en tout cas, on verra. Très bien, merci. Bon, je parlais là du début de la campagne, une campagne assez effervescente. Le président de la République a appelé les acteurs politiques à se garder de toute dérive et a fait preuve de responsabilité, de retenue et de modération. Kara Solly, dans quel contexte se déroulent les élections législatives au Sénégal aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des risques de violence, de débordement? Je crois que non. Il n'y a pas de risque de violence parce que le Sénégal a une longue tradition électorale. D'ailleurs, les élections présidentielles qui étaient organisées dans un contexte de tension et se sont relativement bien déroulées et que le vainqueur a gagné. Donc, c'est une machine qui est... donc qui est habitué à se passer correctement. Donc le président de la République, c'est vrai, parce que souvent les joutes verbales poussent les acteurs politiques à tenir des propos assez radicaux. Justement, c'est ce qu'il a dit. Nous avons observé ces derniers jours des propos et des comportements qui portent des relents communautaires ainsi que des menaces verbales et physiques dans l'espace public, médiatique et sur les réseaux sociaux. À qui fait-il allusion ainsi le président? Eh bien, donc aujourd'hui, voilà, il veut juste calmer les acteurs parce que c'est Mais c'est de quel camp? Qui sème un peu le désordre là? Je pense qu'il fait allusion à Bougane Gueye Dany, je pense, c'est mon avis. Et parce que c'est lui qui a tenu des propos quand même assez... C'est qui déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas? Oui, Bougane Gueye Dany, d'abord c'était un PDG, enfin un chef d'entreprise, il est comment on peut appeler ça, c'est-à-dire le propriétaire d'une chaîne de télévision qui s'appelle Sen TV. D'accord. Et qui... C'est un journaliste ou pas? Je ne sais même pas s'il est journaliste il était animateur, en tout cas, à l'origine. Voilà. Des médias, d'accord. Voilà, mais donc il a une chaîne de télévision, donc du coup, et maintenant il s'est lancé en politique depuis le temps de Macky Sall. Au début, il était opposant à Macky Sall, ensuite il est revenu vers le camp de Macky Sall et maintenant il s'oppose farouchement à Ousmane Sonko. Mais les Sénégalais constatent qu'il veut faire du Sonko sans Sonko. C'est-à-dire que Sonko, lui, s'est dressé contre Macky Sall de façon vigoureuse et donc en prenant la population sénégalaise à témoin. Et il veut faire la même chose, mais n'est pas Sonko qui veut. Même constat, Aldo Fleur? Pas du tout, absolument pas. Dans la mesure où les violences ont commencé, donc on ne peut pas parler d'éventuelles violences, et ça a commencé avec le camp du pouvoir. Et c'est eux qui instrumentalisent aujourd'hui avec des propos... Je parle de fait. Abbas Fall, qui est le tête de liste au niveau du département, Dakar, a tenu des propos très déplorables. On y arrive. J'y arrive. En disant qu'ils ont été attaqués avec les éléments de Barth à Dakar et qu'il fallait s'armer. Il fallait saisir toutes les armes possibles et imaginables. Il a cité des couteaux, des coupes-coupes.
Et c'est très violent ces mots, surtout pour un futur député, surtout pour un tête de liste. Et ça rentre en tout cas, ça ne rentre pas dans la même ligne que l'appel du président, qui, je pense, a pris beaucoup d'auteur et vraiment un appel salutaire en appelant à temporiser à la paix, à une campagne sereine. Et les conséquences de ces déclarations ont été l'incendie du siège de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall. Son siège a été incendié à 4 heures du matin. Donc tout a été incendié et beaucoup pensent que c'est soit ces éléments, ces nervis, et des nervis qu'on a toujours déplorés en 2021-2022. Donc le Sénégal a traversé quand même des moments très difficiles en termes de violence. Et on ne devrait pas revivre ces violences, surtout pour de futurs députés, qui doivent légiférer, qui doivent surtout nous proposer des lois. Donc c'est vraiment déplorable. Finalement, on a envie de se poser la question. Voilà. Mais quand vous écoutez Abdou Fleur, donc on considère qu'il y a une forme de radicalité de la part du parti au pouvoir. Et c'est ce qui est paradoxal. Souvent, le parti au pouvoir a plus intérêt à temporiser, en tout cas à favoriser un climat social apaisé, parce que malheureusement, quelle que soit la majorité que le pouvoir aura demain, s'il n'y a pas cette cohésion sociale, s'il n'y a pas cette stabilité, ils ne pourront pas gouverner. Ils ne pourront pas gouverner et on les rappelle très souvent leur attitude en tant qu'opposants. Il y a quelques années, une opposition très radicale. Donc l'intérêt du pouvoir d'abord, ensuite de l'opposition et de toute la société sénégalaise, c'est de temporiser, c'est de pacifier l'espace politique, les discours. On n'attend pas d'eux de la violence, on attend eux surtout des propositions, des idées, un vrai débat d'idées. Mais hélas, c'est eux qui devaient mener la danse, ce n'est pas encore le cas. Le poste de Karasoli. Eh bien, donc, je crois que la violence, elle n'a pas commencé aujourd'hui. La violence, elle a commencé avec Macky Sall depuis 2012. Ça, je crois que sur cette question, on est d'accord là-dessus. Qui est à l'origine de la violence? Eh bien, c'est l'État, le pouvoir, la violence de l'État. Donc, le temps de Macky Sall, hein. Et on ne peut pas éternellement, malheureusement, retourner en arrière. Je suis d'accord, mais quand on habitue une population à un tel comportement, et en 6 mois, on ne peut pas l'éradiquer dans... Je vois que les Sénégalais sont de par nature violents, c'est ce que vous dites ou pas? De plus en plus. Les Sénégalais, honnêtement, quand on a vu ce qui s'est passé au mois de mars 2021, moi, je n'ai jamais cru qu'un Sénégalais serait capable d'avoir une certaine posture, une certaine attitude. Jeter des pierres sur un c'est peut-être les propos du parti au pouvoir qui radicalisaient un peu les esprits. Hein, voilà, ça a été instrumentalisé par les nervis de Macky Sall, comme il l'a dit, c'est vrai. Sur ce point-là, on est d'accord. C'est-à-dire que ne pas activer, ne pas appuyer sur ce levier. Parce que ce qui s'était passé en 2021, je crois que ça a traumatisé plus d'un. Et parce qu'on voit des Sénégalais qui tuent à main nue un autre Sénégalais et puis dans l'indifférence quasiment générale, surtout des forces de l'ordre. Donc ça, on a vu ça, on a connu ça, les nervis qui tirent sur des gens, des civils. Hein, et on ne devrait pas revivre ceci, c'est ce que je déplore. Non, mais on ne va pas revivre on n'est pas là pour essentialiser les présidents, les régimes, mais moi, ce que je veux dire, quel que soit le nom du président, on s'appelle Macky Sall, Diomaye Faye, Abdoulaye Wade ou Senghor, la violence n'a pas sa place dans le jeu politique. Et ce n'est pas parce qu'un ancien régime supposé a été violent que ce régime doit le faire. Ils ont promis, les Sénégalais, un changement, une rupture. On ne peut pas avoir une rupture dans la violence. C'est à ce niveau que je le dis. Je ne parle pas du régime, mais je parle d'un homme qui malheureusement fait partie de ce régime, Abass Fall, qui est un candidat et de surcroît tête de liste de la coalition. Et Dakar, quand même, c'est l'un des départements les plus importants. C'est à ce niveau que je l'ai dit. Je crois que dans un autre pays où la démocratie peut-être serait plus avancée, il serait au moins entendu par la justice. D'ailleurs, il a démenti. J'ai vu un post où il démentait parce que certains disaient qu'il a reçu une convocation pour répondre. C'est déplorable qu'il ait une convocation ou pas. Pour moi, il devait être convoqué, au moins être entendu. Et c'est valable pour l'opposition. Toute personne qui tient de tels propos mérite d'être entendue, au moins. Et ce qui est d'autant plus déplorable, j'ai entendu dire, la campagne a commencé, vous êtes protégé par la campagne. Donc,
tous les actes, Abbas Fall, tous les actes qui seront commis rentreront dans le cadre de la campagne électorale et c'est gravissime et c'est déplorable. De toute façon, tant que ce n'est pas passé à l'acte, bon, l'expression en général, donc si ça s'arrête à ça, d'accord, mais le temps de Macky Sall, non seulement il y avait l'expression, mais il y avait la violence aussi physique sur les gens. Ah oui, moi je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. La violence, elle est blâmable. Elle est condamnable. Le chef d'État le dit dans ses propos, dans son adresse aussi, hein, il parle aussi de menaces verbales et aussi, hein, voilà. C'est un peu pareil. Bon, cette campagne est aussi médiatique, hein, avec le fameux débat qui va avoir lieu entre l'ancien deux cadors, deux premiers ministres, l'ancien Amadouba, candidat battu lors de la dernière élection présidentielle, et l'actuel premier ministre Ousmane Sonko. Mais je crois que, selon les dernières informations, le Conseil national de la régulation audiovisuelle s'est opposé à ce débat en raison des questions d'équité. Est-ce que vous regrettez ce choix ? Oui. Enfin, c'est Sonko qui avait demandé à débattre avec Amadouba, croyant que Amadouba est de facto l'opposant principal à son régime. Mais c'est vrai que c'est normal, parce que si eux seuls débattent entre eux, eh bien les autres, c'est pas juste pour les autres. Au moins qu'on organise soit un débat général entre tous les candidats, ou bien, eh bien, dans ce cas, après eux, on organise aussi d'autres débats entre les autres candidats pour qu'il y ait les mêmes temps de parole. Mais franchement, je regrette quand même que ça soit parce que oui, les deux s'affrontaient par médias interposés, c'était le moment de se confronter. Par principe, je suis convaincu que oui, il faut de l'équité. Honnêtement, et je ne vois pas pourquoi, parce que tel candidat est plus populaire, les deux candidats, qu'ils doivent monopoliser cet espace. Mais sur le principe, je suis favorable. Il faut de plus en plus aller vers une démocratie participative, permettre aussi aux citoyens d'apprécier. C'est très facile de réunir ses partisans, de faire son show. Et c'est valable pour l'opposition comme le pouvoir. Mais on les attend sur le terrain des programmes, des idées. Et quand je vois ce qui se passe, pour reprendre les termes des jeunes, ça vole très bas. Le débat est un débat de personnes. Et c'est très triste. Vous avez le bac, vous ne parlez pas bien français, vous n'avez pas le bac. On n'a pas besoin de ça. Honnêtement, on a besoin d'élever un peu le niveau. Et là où je pense que ce débat est un non-sens, en tout cas ne serait pas pertinent, il n'y a pas les garanties d'un débat serein, avec une réelle volonté d'éclairer la lanterne des Sénégalais. D'après ce que j'ai lu dans les coulisses, il y aurait eu 2 journalistes désignés par les candidats, un modérateur. Quand on se base sur la réponse du Premier ministre par rapport à la réponse favorable de Amadouba, vous vous dites que ce sera un déballage, ce ne sera pas un débat. Pour moi, débattre, c'est un argumentaire, idée contre idée, programme contre idée. En tout cas, quand je vois les commentaires sur les réseaux sociaux, quand je vois la réponse sur la page Facebook du Premier ministre, ça ressemblerait plus à un déballage qu'un débat serein avec des propositions, avec des idées. Mais si le débat avait eu lieu, selon vous, qui aurait remporté la Ousmane Sonko, naturellement, parce que il est en position de force. Vous savez, dans tout débat, quand on est en position de force en général, donc on l'emporte parce que eux, ils viennent d'arriver. Il est en position de force. Parce que le bilan de Amadouba, son bilan est catastrophique parce qu'il est comptable aussi du bilan de Macky Sall. On parle de Macky Sall, mais Macky Sall a gouverné avec des gens. Amadouba a été son premier ministre pendant un long moment et il est comptable de ce bilan, que ce soit le comptable financier, que ce soit le pillage des deniers publics et puis également, parce qu'Amadouba, il faut le rappeler, il est multimilliardaire, un fonctionnaire multimilliardaire. Je crois que Ousmane Sonko lui a dit, donc il faut dire aux Sénégalais, là où tu as eu cet argent. Parce qu'ils sont tous les deux fonctionnaires et même catégorie, fonctionnaires des impôts. Même catégorie. Amadouba est devenu multimilliardaire. J'aurais juste besoin d'éléments, d'informations par rapport à la notion de catastrophique.
bilan catastrophique. Oui, ben, en termes humains, on parlait de la mort d'une centaine de personnes, c'est déjà catastrophique, parce que le Sénégal n'a jamais connu ça. Vous avez cité Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, et parmi ces présidents que vous avez cités tout à l'heure, lequel a fait plus de 100 morts en 2 ans? Personne. Donc déjà, c'est déjà une catastrophe, même s'il a fait des routes et des ponts, mais rien ne peut remplacer quand même la vie humaine. Et donc c'était ça, son bilan catastrophique, sans compter les détournements de deniers publics, 2000 prisonniers dans les prisons sénégalaises, et en l'occurrence, la moitié c'était des femmes. Donc, moi je suggère souvent, en tout cas aux débatteurs, surtout chroniqueurs, de ne pas reprendre les éléments de langage des politiciens. Ils ont des éléments de langage et souvent c'est très facile de faire une affirmation. Ce qu'il a dit, c'est totalement faux ce qu'il vient de dire. Sans développer. Non, tout est mitigé. Pour moi, catastrophique. Honnêtement, si on avait un pays catastrophique, on n'aurait pas une élection présidentielle aussi saluée. Oui, mais le pays ne va pas s'écrouler. Et c'est pas... Donc il n'y a pas de catastrophe. Il y a quand même la catastrophe. La catastrophe, c'est déjà des politiciens de dire que telle gestion a été catastrophique. On peut apprécier, on peut donner son point de vue. Mais il appartient à la justice. Non, quand on dit catastrophe en termes de gestion, c'est à la justice d'abord de dire à travers des rapports qui épinglent d'abord ceux qui ont géré, et ensuite à la justice de dire quelle a été la vérité dans ce que disent les politiciens. Vas-y. Par rapport à... Ça, c'est la partie financière. Mais les morts, ça, on les voit. Je dis juste une minute par rapport au débat. C'est fondamental. Souvent, c'est dans la confrontation que jaillit la lumière. Les politiciens ont cette facilité à parler seuls, mais jamais dans la confrontation. Et je crois qu'il pourrait y avoir des surprises. Et comme je l'ai dit tantôt, souvent le régime en place a tout à perdre. L'opposition a tout à gagner. Donc penser que l'opposition ou le Premier ministre allait marcher sur lui peut paraître relevé d'un esprit partisan, mais il n'y a aucune garantie à cela. Il n'y a aucune garantie. Parlons du président Macky Sall qui fait campagne, tête de liste de la coalition Taku Walou, si je prononce bien. Oui, c'est ça, exactement. Je peux m'installer au Sénégal alors. Il fait campagne depuis le Maroc où il réside. C'est une bonne option? De quoi a-t-il peur? Pourquoi il refuse de rentrer dans son pays? Ah ben voilà, justement, ça c'est une très bonne question, Carlyle. Pourquoi il n'est pas rentré au Sénégal? Moi, je l'invite à venir sur le terrain faire campagne, parce qu'il sait que le bilan catastrophique qu'il a laissé ne plaide pas en sa faveur. Normalement, sincèrement, si c'était intelligent de sa part, moi, j'ai jamais vu un chef d'État qui a perdu le pouvoir, qui a quitté le pouvoir 6 mois et qui maintenant revient en tant que tête de liste. La loi le lui permet. Mais les Sénégalais n'ont quand même pas la mémoire courte. Donc, il n'avait pas le droit de faire un 3e mandat. Il voulait forcer, c'est d'ailleurs raison pour laquelle il a fait tous ces dégâts-là. Et bien maintenant, il revient en tant que tête de liste pour être député. Bon, je ne sais pas, c'est dû à quelle motivation. Certains disent que parce que s'il met quelqu'un d'autre, c'est son parti qui explose et que c'est lui qui est un peu le garant, mais il peut se retirer et puis laisser le parti à quelqu'un d'autre le gérer. Maintenant, cette personne-là peut se débrouiller. Mais depuis le Maroc, lui, il peut convaincre les Sénégalais de voter pour lui alors quand il quittait le pouvoir... Il passe plusieurs coups de fil à ses militaires. Voilà, quand il quittait le pouvoir, l'opinion favorable... Carlyle, l'opinion favorable pour Macky Sall, sincèrement, s'il y a eu un sondage réel, ne dépasserait pas 5% de la part du Sénégal. Donc, ça, c'est très subjectif. Moi, je ne peux pas, honnêtement, me permettre certaines déclarations parce que c'est très subjectif. Oui, c'est pourquoi je l'ai mis au conditionnel. Vous voyez beaucoup de vidéos qui circulent, qui disent, Macky, venez-nous en aide, venez-nous au secours. C'est relatif à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Sur ce plateau, j'avais dit que je ne suis pas sûr qu'il retourne au Sénégal pour faire campagne. Mais le simple fait... On peut lui poser la question, mais je condamne. Moi, je reste toujours sur les principes. Quand je vois, c'est celui qui dirige aujourd'hui la caisse de dépôt et consignation, justement, qui disait que le président serait poursuivi quand il retourne au pays. Il faut faire extrêmement attention à certaines déclarations. Le président a une immunité. La seule manière de le poursuivre, c'est en cas de haute trahison. Et de ce qu'il a fait, on peut
critiquer, on peut lui reprocher des choses, mais quand même, le bilan est mitigé. Mais il a fait de très bonnes choses, surtout qu'il a réussi à partir et laisser un pays viable, des institutions solides pour permettre à ce régime d'arriver au pouvoir. Et ce régime ne sera pas éternel. Donc il faut faire très attention à certaines déclarations. Pour ce qui est du président, il bénéficie d'une immunité auquel il ne faut toucher qu'en cas, je crois, de... Et donc à l'heure actuelle, Macky Sall ne doit pas être poursuivi selon vous? En tout cas, il devrait être poursuivi. Ouais. En quoi il devrait être poursuivi? Pour une hérésie que de parler ainsi. Ouais, oui, le Sénégal est régi par des textes. Ce n'est pas ce régime, moins encore le régime précédent. Ce n'est pas au régime futur qui dira que le président sera suivi ou pas. C'est des textes. La seule façon pour moi, ce débat ne devait même pas avoir lieu. Honnêtement, souvent on dit aussi que pour noyer le poisson, on se lance dans des déclarations, on allume des feux pour éteindre des... Non, ce débat ne doit pas avoir lieu. Le président Macky Sall, quoi qu'on dise, on peut être d'accord ou pas, il a réussi des choses, il a manqué des choses. Mais parler de poursuite, pour moi, c'est un débat qui ne devait même pas se poser, honnêtement et franchement. Oui, mais ça, comme vous dites, ça dépend maintenant de la justice. Et puis aussi, quand la nouvelle Assemblée sera mise en place, la loi de protection qu'il s'est taillée, eh bien, peut-être ils vont le faire sauter, parce qu'il a fait une loi d'amnistie pour les faits. Normalement, tous les chefs d'État qui ont quitté le pouvoir au Sénégal, de Senghor à lui-même, personne n'a fait une loi d'amnistie quand ils partaient, parce qu'ils savent qu'on fait une loi d'amnistie quand on se reproche de quelque chose. Qui a permis à ce régime d'arriver au pouvoir, cette loi d'amnistie. Prochain débat sur ce sujet. Je crois qu'il serait très enchanté, justement, de faire sauter cette loi d'amnistie. On laisse maintenant la parole à Noémie pour sa chronique. Ouais. Merci Kari. Maintenant, on va complètement changer de registre. Si je vous parle de mode, de défilé, vous penserez probablement aux Fashion Week de Paris, de New York ou encore de Milan. Pourtant, des Fashion Week se tiennent également en Afrique. C'est le cas par exemple de la Lagos Fashion Week, créée en 2011 par Omoyemi Akalere. Donc c'est un événement de mode annuel qui a lieu donc chaque année dans la ville de Lagos au Nigeria. Donc cette année par exemple, elle s'est tenue du 23 au 27 octobre, donc elle s'est terminée là tout récemment. Pendant 4 jours se rassemblent donc des créateurs africains, des jeunes talents, des journalistes et des acheteurs venus de partout dans le monde. L'idée c'est donc de célébrer l'art de la mode. Cette Fashion Week, c'est également un tremplin pour les créateurs puisqu'elle leur permet donc de trouver des investisseurs pour investir dans leur prochaine collection. Donc c'est un événement durant lequel il y a beaucoup de businessmen et businesswomen qui sont également présents. Au travers de ce défilé, l'idée finalement, c'est également de briser les stéréotypes qui sont associés à la mode africaine, qu'aujourd'hui encore trop souvent on limite au simple artisanat, alors que ça va bien au-delà. Donc par exemple, le thème cette année, ça a été le thème de commune. Et donc l'idée, c'était de mettre en valeur la coopération et la créativité derrière la mode africaine. Donc on a vu des collections qui mêlaient héritage culturel de l'Afrique, allié à la modernité et l'innovation, que ce soit donc dans les accessoires, les tissus ou encore les vêtements. Cette année, l'accent a également été mis sur la question de l'inclusivité, puisque pour la première fois, on a vu défiler des modèles de tout âge et surtout de toute morphologie. Et ça, c'est une réelle avancée dans le milieu de la mode, puisqu'on sait très bien que souvent l'uniformisation des mannequins, les critères physiques jugés trop stricts, c'est un aspect qui est beaucoup critiqué. Donc ça a été très bien reçu par le public, puisqu'ils ont pu donc s'identifier aux mannequins et se sentir représentés. Ce défilé, il a également été marqué par l'apparition du célèbre chanteur nigérien Davido, qui cette fois-ci n'est pas apparu en tant que chanteur, mais en tant que mannequin. Il a défilé pour le créateur nigérien Hugo Moine, célèbre créateur pour vêtements hommes. Donc pareil, c'est une apparition qui a beaucoup plu au public. Et finalement, je pense qu'on peut retenir de cet événement, c'est que c'est un événement qui est très prometteur, en plein essor, et qui petit à petit réussit à s'imposer dans le milieu de la mode, notamment au niveau international, même si aujourd'hui encore, il n'est pas forcément très médiatisé, par exemple, en Europe. Merci beaucoup, Noémie. Franchement, rien à dire. Bravo pour la première. On va tous suivre cette Fashion Week là. On est pris par le temps, il n'y a pas de réaction possible. Merci Abdou, merci Kara. J'espère vous retrouver pour continuer à parler des élections législatives. Hein. Ah oui. C'est le 17 novembre, donc on continue les débats. Ce sera avec grand plaisir, mais plus de sérénité.
plus d'apaisement social. Moi, je promets une très, très, très grande victoire de PASTEF. Car vous êtes journaliste, attention. Merci Alexandre. Je promets. Merci à Robert Kiko Demain à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.